De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, nos invités, Madame Sosa, écrivain spécialiste des relations internationales, Monsieur Tonliang, également économiste et écrivain, et puis notre éditorialiste, on ne l'oublie pas, Gratien Rokindikiza. La BAD, la Banque africaine de développement, investira 12 milliards de dollars dans le secteur énergétique africain sur les 10 prochaines années. Lors de l'Africa Day, organisé dans le cadre de la COP22 à Marrakech, le président de la BAD a mis un accent particulier sur l'importance de l'électrification et le développement du potentiel énergétique dont regorge le continent, puisqu'on va le rappeler, l'Afrique est un peu un paradoxe en matière d'énergie. Elle a certainement l'un des potentiels les plus importants au monde et pourtant, près de la moitié des Africains n'ont pas accès à l'électricité. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Birama Saounera. Développer l'électrification sur le continent africain, voici l'un des objectifs fixés par la BAD, Banque africaine de développement. Pour ce faire, l'institution financière va injecter 12 milliards de dollars dans le secteur énergétique africain au cours des 10 prochaines années. Le manque d'accès à l'énergie sur le continent africain est un véritable frein à son développement et à la réduction de la pauvreté. Près de 50% de la population n'a pas accès à l'électricité sur le continent. Or, l'Afrique dispose d'un potentiel considérable pour le développement des énergies renouvelables. Oui, le potentiel est important, mais il ne peut pas amener de la lumière dans nos maisons et de l'énergie dans nos industries. Nous devons nous assurer que l'Afrique mette en place un mix énergétique équilibré qui lui permet de s'industrialiser. Les installations des réseaux électriques nationaux et les installations hors réseau joueront un rôle important. En plus de son engagement pour les 12 milliards de dollars, la BAD compte également lever entre 45 et 50 milliards de dollars auprès du secteur privé. Les experts estiment que l'accent devrait être mis également sur la volonté politique des dirigeants africains face au déficit énergétique. Je pense qu'avant de parler de financement, il faut définir une politique énergétique commune, premièrement. C'est le premier point. Quelles sont les énergies sur lesquelles nous nous basons? Nous nous basons sur des énergies fossiles ou sur des énergies renouvelables. Nous avons le potentiel hydroélectrique fossile pour que l'Afrique dispose d'une électricité. Selon les experts, le développement de l'Afrique passera par l'électrification. Ainsi, plusieurs mesures ont été prises ces dernières années pour améliorer la capacité énergétique du continent. Des initiatives privées comme celle de l'artiste sénégalo-américain Akon ambitionnent par exemple de doter plusieurs pays en énergie propre à travers son programme Akon Lighting Africa. Alors, excepté l'Afrique du Nord, malheureusement, le continent fait face à un grave déficit énergétique qui se traduit par des coupures intempestives d'électricité, aussi bien dans les entreprises que dans les foyers. Madame Sosa, un frein incontestable au développement. Et oui, parce que sans électricité, on ne peut rien faire. Moi, il y a une commerçante en RDC qui me disait justement, écoutez, madame, nous, on a nos poissons. Qui ne sont pas vendus. Et quand ils ne sont pas vendus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les remet dans l'eau? Donc ils n'ont pas ce système de congélation, donc d'électricité, pour effectivement pouvoir congeler leurs poissons et le vendre après. Donc l'électricité en Afrique, vraiment, c'est un véritable défi, un défi pour nous, Africains. Et je pense qu'il faut faire de plus en plus appel aux investisseurs privés en la matière. Bon, c'est vrai, effectivement, comme le disait dans votre reportage, il faut aussi, c'est vrai, cette volonté politique, mais au-delà de la volonté politique, il faut effectivement faire appel à ces investisseurs privés qui puissent venir faire le travail d'électrification dans nos États africains, parce qu'effectivement, on a trop de délestage et les investisseurs privés sont là, ils sont prêts à venir. Donc nos chefs d'État, nos représentants doivent les inviter à venir faire le travail nécessaire pour électrifier les États. Alors, plus de 620 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont toujours pas accès à l'électricité. L'Afrique ne consomme d'ailleurs que 3% de l'électricité produite aujourd'hui dans le monde. Et pourtant, Monsieur Tonliang, on continue de parler d'émergence, de développement économique. Ne faudrait-il pas, avant toute ambition, régler ce problème de déficit énergétique ? Bien sûr, on aurait pu régler ça en même temps, prendre ça en main en même temps que les autres problèmes de développement. C'est ce qui n'a pas été fait. Comment voulez-vous que les installations qui datent de la période coloniale, c'est ça qui continue aujourd'hui d'alimenter dans le monde, dans un certain nombre de pays? On se réveille, on se rend compte qu'il y a de problèmes d'électricité et tout le monde parle maintenant de l'énergie. C'est un problème d'indépendance et d'autonomie qu'il avait fallu prendre en main dès le départ. Donc c'est très important que maintenant on le fasse
On le fait et c'est très important aussi qu'on puisse avoir des institutions qui les financent. Alors d'ici 2031, l'Agence internationale de l'énergie renouvelable estime que la demande nette en électricité sur le continent africain sera comprise entre 1800 et 2200 TWh, soit le triple de la demande observée en 2010. Si on continue sur cette voie-là, Gratien, dans quelques années, c'est l'Afrique entière qui sera dans le noir. Oui. Je pense que les politiques vont changer entre-temps. Parce qu'en fait, le problème qui se passe en Afrique, justement, c'est que l'électrification, ce n'était pas la priorité des pouvoirs. Mais en réalité, cela cache autre chose. C'est que nos pouvoirs acceptent les financements. Les financeurs viennent en disant « moi, je vais financer ça, je vais mettre dans les mines, le pétrole, tout ça ». Mais on n'ose pas imposer. Nous voulons d'abord ça. Pourquoi on ne veut pas l'électrification de l'Afrique? Pourquoi on ne finance pas? C'est tout simplement... D'abord, c'est que nous, on ne présente pas des dossiers qui sont complets. Et deuxièmement, c'est que du moment où on a l'électrification, on va commencer la transformation des produits. C'est-à-dire qu'on ne va plus envoyer les minerais ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne va plus consommer ce qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de chômage en Europe, moins de chômage en Afrique. C'est le transfert de la richesse, le transfert des emplois. Et donc, de cette façon, ça fait partie comme le franc CFA. On n'a pas la monnaie, on n'a pas l'électricité, eh bien on continue dans notre pauvreté. Alors, pour résorber ce déficit énergétique, il y a plusieurs solutions. Il y a l'interconnexion entre les réseaux électriques, le ravitaillement chez le pays voisin, ou encore la promotion des énergies renouvelables. Malheureusement, Madame Sosa, aucune solution n'est véritablement exploitée alors que le potentiel est là. Pourquoi ? Pourquoi? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'effectivement, là encore, on rentre de plein pied dans ce problème de volonté politique. C'est pas une question de financement, de moyens, c'est une question de volonté. Non, parce qu'on a les moyens. Les États africains ont les moyens de leur politique. Mais ce qu'ils ne veulent pas faire, c'est effectivement faire le pas, proposer et investir, donc faire appel à ces investisseurs privés qui, eux, justement, pourront prendre haut la main le problème en question. L'argent est là. On ne peut pas dire que l'Afrique n'a pas l'argent. Nous avons l'argent. Maintenant, il faut vraiment que les États africains puissent faire appel à ces investisseurs privés et que ces investisseurs privés-là puissent effectivement venir faire le travail d'électrification. Nous avons l'argent. Nous avons les moyens de notre politique. Et la FIDAK, la Foire internationale de Dakar, a ouvert ses portes ce 24 novembre. Et comme chaque année, l'événement accueille des hommes d'affaires, des commerçants venus de la sous-région ouest-africaine, des autres régions du continent et même du monde. Et l'Éthiopie est l'invité d'honneur de cette 25e édition. Idlet Belbissou. Un invité spécial pour la 25e édition de la Foire internationale de Dakar qui se veut historique. La FIDAK, qui a démarré ce 24 novembre 2016, enregistre comme invité d'honneur la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Pendant 16 jours, exposants et visiteurs venus d'Afrique et du monde se donnent rendez-vous dans la capitale sénégalaise. Le Sénégal est un pays formidable. Les opportunités que vous trouverez ici sont dans tous les domaines. Les affaires, la culture, l'éducation. Nous avons été très bien accueillis à notre arrivée. Je peux vous dire que l'hospitalité du peuple sénégalais est légendaire. Nous sommes ici pour montrer ce que l'Éthiopie, notre pays, a de plus beau à offrir au continent africain. La Foire internationale de Dakar est une vitrine d'affaires qui met en avant la vente directe avec des opportunités d'emploi pour les jeunes. L'événement favorise également le brassage culturel. À noter que 150 entreprises chinoises participent à cette 25e édition de la FIDAK. Très tôt, les autorités sénégalaises ont vu qu'il fallait nécessairement avoir une vitrine pour doper les relations commerciales entre le Sénégal et le reste du monde. Donc c'est une opportunité extraordinaire qui est offerte tant aux entreprises sénégalaises qui sont sur place qu'aux entreprises des autres parties du reste du monde pour venir nouer des relations commerciales. Et donc c'est une façon de dire oui, c'est à travers effectivement ces espaces d'échange que la mondialisation et les échanges globaux pourront effectivement être perçus de façon pertinente. Le thème de cette 25e édition de la Foire internationale de Dakar est promotion du partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest. La FIDAK, qui prendra fin le 9 décembre 2016, se présente aujourd'hui comme l'un des principaux outils d'intégration du Sénégal dans l'espace CEDEAO. Alors, promotion du partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest, c'était la thématique retenue pour cette 25e édition de la FIDAK. Monsieur Tonliang, les PPP, c'est ce dont a besoin le continent aujourd'hui? Oui, tout ce qui peut être positif apporté à l'Afrique
doit être acceptée et pratiquée, c'est-à-dire en faire un instrument de développement. C'est mon point de vue et je le pense. Madame Sosa, est-ce que les PPP, partenariats publics-privés, sont un mode de financement qui correspond au modèle économique du continent africain? Oui, ça correspond de plus en plus au modèle économique africain. Et effectivement, je pense que c'est une bonne chose pour les États africains d'avoir effectivement, comme on le disait dans le reportage, cette vitrine. Il nous faut une vitrine, que ce soit à Dakar ou ailleurs. Ce qui se passe est très prometteur et c'est très très bon pour nos États africains de pouvoir avoir effectivement cet espace qui permet en fait à chaque État de se retrouver et de pouvoir faire la promotion de ce qu'il fait le mieux. Justement, Gratien, l'invité d'honneur cette année, c'est l'Éthiopie, un pays qui quand même nous fascine par ses performances économiques. Oui, c'est... Et énergétique, d'ailleurs, on parlait du déficit énergétique, l'Éthiopie est bien en avance. Ah oui, l'Éthiopie est en train de construire un barrage qui pourra alimenter non seulement l'Éthiopie, mais d'autres pays. Donc, c'est un pays qui est en avance par rapport à d'autres pays. Disons qu'il y a une certaine croissance au niveau de l'Afrique de l'Est qui pourrait inspirer aussi le Sénégal. Malheureusement, c'est qu'il y a peu d'échanges entre les deux pays en raison de plusieurs choses, plusieurs facteurs, que ce soit la monnaie, que ce soit au niveau de la communication aussi. Ce qui fait que je pense que le Sénégal pourra acheter plus à l'Éthiopie plutôt que d'aller acheter ailleurs. Ça fait partie de l'Afrique pour développer aussi l'Afrique. Il faut savoir que quand on achète dans un pays, c'est là, on crée aussi des emplois. Gratien, merci pour vos analyses. Merci Amira, bonsoir à tous. Merci à vous également, Madame Sosa. Je rappelle que vous êtes écrivain spécialisé dans les relations internationales. Merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous également, Monsieur Tonliang. Vous êtes également écrivain, mais aussi économiste. Merci pour vos analyses. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Mais je vous en prie. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et bon week-end.